Voici un résumé de ma conférence du 7 février à usage des absents. Il est difficile de résumer un programme un peu copieux. Si l'un des outils rapidement présentés vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, jpconseil4@wanadoo.fr. Je vous donnerai volontiers le mode d'emploi. Je trouve dommage que les outils d'artisans fabriqués pour mon usage et qui ont fait largement leurs preuves dans des milieux divers soient perdus pour tout le monde. D'abord, le contexte. Première idée. Au lieu de pleurer d'être en crise, réjouissons-nous d'être maintenant en renaissance. Nous passons d'une société à une autre selon le principe du fondu enchaîné, bien connu en photo. Sur cette diapo, nous sommes en 1970 et ces deux personnes vont progressivement perdre leurs repères jusqu'à se retrouver dans le brouillard. Quand ensuite on rentre en renaissance, c'est le processus inverse. La nouvelle société devient chaque jour plus claire que la veille. Ce que j'observe, c'est que la crise a duré près de 50 ans et que depuis 2015, nous sommes entrés en renaissance. C'est quand l'avenir est incertain qu'il est possible de le fabriquer à son idée, et le management bio s'inscrit dans cette perspective. Vous avez sans doute compris que j'ai choisi le terme de management bio parce que c'est dans l'air du temps. Mais en fouillant dans mes archives, j'ai découvert qu'en 2009, j'avais déjà utilisé le terme de management bio lors d'une intervention auprès de l'ISTP qui avait pour titre Retour vers le futur sur les fondamentaux du management. J'ai même retrouvé les conclusions qui ont bien été confirmées par les 12 années qui ont suivi. J'ai découvert depuis qu'un chercheur universitaire du Québec avait affirmé 15 ans avant moi le management du 21e siècle sera bio ou ne sera pas. Premièrement, comment donner du sens au travail de mon personnel dans une société qui ne construit plus de cathédrales. Deuxièmement, comment mettre en synergie des générations qui ont une vision différente de la valeur travail et de la place de l'emploi dans leur vie. Voici ensuite les préconisations qui en suivaient. Premièrement, changer son regard sur la valeur travail, passer du 19 au 21e siècle. Deuxièmement, revenir au management bio, que je définissais déjà comme l'exploitation naturelle des ressources humaines sans engrais ni pesticides. Troisièmement, limiter aux inconscients le management par le stress et privilégier le fun management, l'efficacité par l'ambiance. Et quatrièmement, rester en permanence connecté au BSP, Management Modern System. Bon, on vous expliquera ce que c'est, conserver les fondamentaux. Ensuite, je détaillais chacun de ces 4 points. Au 19e, le travail est une valeur qui permet à l'homme, à travers la souffrance, de sublimer sa condition animale. Et le corollaire, plus le travail est souffrance, plus il élève l'homme. Ensuite, limiter à ceux qui n'ont pas encore accédé au rêve américain, le slogan des 30 Glorieuses qui était propre au XXe siècle, travailler plus pour gagner plus, avec un objectif quantitatif. Je préconisais ensuite de proposer au personnel le slogan propre au XXIe siècle, travailler mieux pour vivre mieux, avec un objectif qualitatif. C'est ma deuxième recommandation qui parlait du management bio, avec cette explication, comme la culture intensive finit par développer les produits sans saveur et tuer les sols, l'exploitation intensive et artificielle des ressources humaines dénature les produits de l'entreprise et assèche ses ressources. Troisièmement, privilégier le fun management. Après la productivité par les investissements, par l'organisation, par la qualité, il reste aux entreprises un formidable gisement qui est mal exploité, c'est la productivité par l'ambiance. Je crois que ma pièce de théâtre Bonjour l'ambiance date de 2006, mais on continue à mourir d'ennui dans pas mal d'entreprises managées par des gens sérieux. Enfin, il convient de conserver les fondamentaux. Le BSP, c'est le bon sens paysan, il permet d'éviter les effets de mode, il limite l'influence des gourous et il replace l'humanisme au cœur du management. À vous de voir si ces préconisations vous semblent dépassées en 2022 et si les choses ont changé. On peut y rajouter 2 difficultés nouvelles. Premièrement, comment mettre en synergie salariés et partenaires indépendants. Deuxièmement, comment manager à distance. Bien peu de managers aujourd'hui sont prêts à manager les slashers, ces nomades de l'emploi, qui pourtant, en l'espace d'une décennie, vont passer de 10% des actifs à près de 50%.
Ça va bien évidemment créer des situations conflictiogènes, faciles à prévoir, sinon à anticiper. Nous allons en effet bénéficier d'un exceptionnel alignement des planètes avec une évolution de l'emploi de nature à apporter aux entreprises la fameuse agilité nécessaire à la survie, tout en répondant aux aspirations nouvelles d'une grande partie des actifs épris d'indépendance et de liberté, pour l'instant les moins de 35 ans et les plus de 50. À ma gauche, l'entreprise à géométrie variable fonctionne avec 50% de permanents en CDI, qui assurent le premier cercle, et une masse salariale sensiblement équivalente sous forme de partenaires freelance, auto-entrepreneurs, temps partagé, consultants, etc. À ma droite, l'individu a un choix. Il peut travailler comme salarié s'il aime jouer un rôle au sein d'une organisation, et en indépendant s'il préfère les missions et s'il a vite fait le tour d'un poste. Mieux encore, et cerise sur le gâteau, l'individu post-Covid va pouvoir facilement passer d'une posture à l'autre en fonction de ses besoins et motivations du moment. Je vous le disais, vivement 2030. À propos du management à distance, vous pouvez rassurer les cadres intermédiaires qui auront toujours leur utilité, à condition de manager autrement. Ceux qui sont perturbés par le télétravail sont ceux qui managent par le contrôle et non par la confiance. Les diapos suivantes pourront vous aider à expliquer le principe. À notre naissance, notre cerveau a été livré avec l'application Confiance-Méfiance d'origine. Le logiciel a pu subir des modifications entre 0 et 5 ans, mais après, nous sommes équipés pour la vie. Nous pouvons être programmés confiance en majeur et confiance en mineur, confiance-méfiance, méfiance-confiance ou méfiance-méfiance. Nous n'y pouvons rien, il faut faire avec, l'important étant de se connaître. Il est facile d'expliquer qu'un chef ne peut être ni naïf ni parano. Par contre, nous pouvons faire naturellement confiance, ce qui facilite la délégation. Mais si inversement nous sommes de naturel méfiant, le moment est venu de contrôler des résultats sans trop nous soucier du temps passé et des moyens mis en œuvre. Autre idée fausse, le télétravail finira avec la pandémie. Très clairement, ne vous attachez pas à cette idée. Dans l'histoire de l'humanité, le travail sur un lieu fixe, à heure fixe, en concurrence avec la vie privée, aura duré de 1815 à 2015, mais c'est fini et nini, avec ou sans Covid. Que devient l'autorité à distance? À mon avis, rien de changé. S'il existe une ligne hiérarchique dans votre entreprise, vous avez un supérieur et des subordonnés. Le système fonctionne bien quand les deux flèches bleues fonctionnent correctement, et ça n'a rien à voir avec la distance. Il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles l'autorité d'un chef est contestée. Il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles un chef recouvre mal un de ses subordonnés. Enfin, pour que ça fonctionne, il faut que l'autorité soit assumée par un cadre intermédiaire qui ne prenne pas que le bon côté de sa fonction. Il suffit qu'une seule de ces trois conditions fonctionne mal pour que les deux autres se détractent très vite. Si vous êtes démotivé car les autres conditions ne sont pas remplies, profitez du contexte pour renégocier votre position et le rôle précis du management à votre étage. Tous ceux qui sont coordinateurs, animateurs, pilotes, référents, c'est-à-dire chefs sans être chef, tout en étant chef mais sans l'être vraiment, eh bien c'est le moment d'expliquer à vos patrons que ça marche déjà mal en présentiel, mais alors que ça ne peut pas fonctionner du tout à distance. Soyez ferme, c'est le moment ou jamais. Après ces généralités, il est utile de regarder de plus près quelles facettes du management sont les plus impactées par le travail à distance. Pour cela, le plus simple, c'est de partir des 4 couleurs du management, pour lesquelles il existe un test que je tiens à votre disposition. PIC, c'est faire avancer, c'est donner du sens. Bon, un directeur, ça doit diriger. Le PIC, c'est le management du pourquoi on bosse. Si vous êtes un leader charismatique, vous le resterez à distance, pareil. Cœur, donner une âme, mettre une ambiance. Cœur, c'est le management du qui, pour qui, avec qui. Cet aspect hyper important du management va se compliquer un peu avec la distance. C'est vraiment le moment de redéfinir ensemble les nouvelles règles de communication interne et d'échange. Surtout ne pondez pas un truc de chef, faites réfléchir votre personnel à la question. Il convient de bien doser le distanciel et le présentiel, avec des locaux devenus surtout indispensables pour la salle de réunion et la machine à café. Caro, gérer les moyens, apporter les méthodes et les outils. Caro, c'est le management du comment. Vous êtes peut-être le chef rassurant qui aide à travailler correctement et intelligemment. Pour le support à chaque individu, ça va rester facile via Internet. Pour la conduite de projet, par contre, il va falloir réinventer un peu la manière d'intervenir. Trèfle, c'est le management des résultats. C'est le côté gestion et encadrement par rapport à des règles, mais aussi par rapport à des objectifs.
Si vous avez un bon jeu à trèfle, vous êtes très probablement habitué à manager par le contrôle des écarts, cher aux qualiticiens. Il ne faudra pas l'abandonner, mais le faire cohabiter avec le management par la confiance. C'est sans doute le trèfle qui nécessite le plus l'autorité évoquée précédemment. Si vous souhaitez expliquer à vos cadres les principes du management bio, voici maintenant quelques diapos à usage de tous les visuels qui comprennent mieux avec des images. Voici par exemple à quoi ressemblent les procédures d'une entreprise à fuir. Vous pouvez avec cette photo, par exemple, expliquer que le salarié est autant motivé qu'un poulet d'élevage. Avec cette photo-ci, vous pouvez expliquer que les produits qui sortent de l'entreprise sont aussi attractifs que les tomates à goût de pastèque. Le management intensif s'est généralisé une première fois avec l'arrivée du machinisme, tel que Charlot l'a bien décrit dans son film Les temps modernes, sorti en 1936. Manager comme au moment du Front populaire, c'est un peu ringard, non? Si vous voulez afficher la définition, vous pouvez vous inspirer de cette diapo, ou bien de celle-ci pour expliquer l'analogie avec l'agriculture intensive. Le management intensif, c'est le culte aveugle d'un seul ratio, le fameux ratio roi, retour sur investissement. Quand l'homme engage un combat contre la nature et ne laisse plus du temps au temps, c'est toujours la nature qui gagne à la fin. Et c'est vrai pour le management des hommes, comme pour celui des poulets de batterie. À propos des fondamentaux, vous pouvez aussi rappeler que le chef est devenu manager sous l'influence des Américains, mais le terme vient du vieux français qui veut dire aménager, faire avec, la définition même du management bio. Il existe des styles de management proches cousins du bio. Le management participatif, que certains 68 à attardés confondent joyeusement avec le participateux, le bio est tout sauf des magots. Proche encore le fun management, qui convient mieux au latin que le management anglo-saxon inspiré par les Quakers et les Amish américains. Je veux bien qu'on parle anglais pour avoir l'air moderne, mais c'est pas une raison pour ressembler au croque-mort de Lucky Luke. Plus moderne encore, vous connaissez le BSP, le Business System Powering. Le bio est forcément très inspiré du bon sens paysan, encore présent chez les agents de maîtrise, mais largement disparu chez les Bac+5, issus d'écoles very expensive. Concrètement, j'ai sélectionné pour vous quelques outils de manager de terrain qui me semblent très adaptés au bio. Quand j'étais formateur en management, j'ai trouvé intéressant de le définir à partir d'outils. Ce schéma explique bien l'importance du management selon le niveau hiérarchique. Nommer directeur commercial le meilleur vendeur est rarement une très bonne idée. Le même schéma peut vous servir à expliquer à un N+4 qu'il ne serait pas obligé de rester jusqu'à 21h tous les soirs et de travailler le week-end s'il ne passait pas ses 35 heures contractuelles à faire le travail des étages inférieurs. Le plus grave, c'est que le N+3 est bien obligé de faire pareil, piquer le boulot intéressant des étages en dessous. On peut définir le management comme la capacité à faire progresser un groupe en insistant sur l'aspect coaching du métier. En abscisse, moi, l'autre et les autres, en ordonnée, je connais, j'optimise le fonctionnement en l'état et je fais progresser. Ce petit schéma est pratique pour expliquer au cadre le cheminement à suivre pour être un bon chef. Il est pratique aussi pour structurer un module de formation en 9 heures, 9 jours ou 9 semaines. Pour faire réfléchir tout le personnel, y compris les illettrés, à la stratégie de l'entreprise, voir comme c'est la mode à sa finalité, voici avec quel petit dessin j'avais conduit une démarche en 2010. Rien qu'en voyant l'image, les salariés comprennent 3 idées. 1. On est tous sur le même bateau. 2. On est dans le brouillard et on cherche le soleil. 3. C'est un marathon qui va durer 5 ans. Le premier groupe de travail accordera les violons sur la coque du bateau. Nos fondations, nos valeurs, notre histoire et notre culture. Il sera piloté de préférence par un ancien de la maison. 2 autres groupes travailleront sur nos superstructures, en l'occurrence nos moyens humains. Sommes-nous d'accord sur la manière d'utiliser tous nos talents disponibles et sur notre efficacité collective? Le premier groupe sera plutôt piloté par un membre du service RH et le second par un pilote de projets transversaux ou un salarié de la com interne. 3 autres groupes travailleront sur les voiles. Mettons-nous d'accord sur notre offre, notre image et le choix de nos clients et partenaires. En gros, marketing produit, marketing client et pub. Les voiles doivent tenir compte de la coque et des superstructures, mais il est possible de lancer les 6 groupes le même jour, à condition d'organiser des carrefours fréquents, chaque groupe présentant aux 5 autres l'état d'avancement de ses travaux. Autre manière de définir le management, comme la capacité à mettre en synergie tous les membres d'une équipe. La synergie, c'est quand on a plaisir à tirer tous ensemble et dans le même sens.
j'ai créé et largement expérimenté une échelle à 10 barreaux allant de la guerre jusqu'à la synergie. Dans le bas du tableau, on doit pratiquer un management autoritaire, participatif dans le haut et organisateur au milieu. Si ça vous intéresse, j'explique sur d'autres supports comment on monte un par un chaque barreau, sachant que le processus est en fait itératif. De fait, le manager agit sur plusieurs barreaux en même temps, en fonction de l'état des lieux. C'est en tant que médiateur que j'ai éprouvé le besoin de fabriquer un baromètre la première fois pour mesurer le climat dans un établissement scolaire où 60 enseignants s'étaient plaints de leur directeur à l'académie. Je leur ai proposé de mesurer l'ambiance en m'envoyant confidentiellement leur propre évaluation du climat sur l'échelle de la synergie. Le jour où j'ai présenté à tout le groupe les résultats de leur autodiagnostic a été un grand moment. C'est bien joli de râler contre le chef, mais il faudrait déjà vous entendre entre vous. Travailler sur la cohésion n'est pas trop facultatif. Mon premier cohésiomètre a été fabriqué pour un comité de direction. Celui-ci est le modèle applicable à tout le personnel, tout niveau. Bien identifier si le contexte est favorable à la cohésion ou non, analyser nos comportements et identifier l'impact du manque de cohésion. C'est bio parce que c'est un outil d'autodiagnostic. Bel outil encore que le BOP système. B comme besoin de nos clients, O comme objectif officiel défini par le management et P comme prestation effectuée par le personnel de base. On détermine 7 zones à partir desquelles on repense toute la stratégie. À partir de l'autodiagnostic, on peut ensuite lancer la démarche BIBOP, soyons BOP. Mise au point pour une grosse mairie, cet outil intéresse surtout les entreprises de prestation de services où les salariés travaillent librement sur le terrain ou chez les clients. Le management peut encore se définir comme la capacité à fabriquer des équipiers à partir de n'importe quel comportement. La carte des partenaires est un vieil outil diffusé par le Bossard Institut pendant les 30 Glorieuses, mais on n'a rien inventé de mieux depuis, en particulier pour le management de projet. La même information à tout le monde et ensuite on avise en fonction de la carte. Le management bio implique d'avoir bien compris l'adéquation homme-emploi qui ne se résume pas à une compétence apte à remplir une tâche. L'employé a des références, des compétences, mais il a aussi des aptitudes, une personnalité et des motivations qui de plus sont changeantes. Traditionnellement, l'employeur cherche à combler la zone bleue par de la formation, des coachings ou du bilan de compétences, mais le plus souvent, il ignore toute la zone jaune. Si vous envisagez de mettre en place des entretiens de potentiel inexploité, je vous confirme que ça marche, surtout au moment d'une réorganisation. Il faut aussi connaître le principe des cycles. Ce petit schéma devrait vous convaincre que le placard à balai n'est pas le meilleur moyen de régler le problème des salariés qui peuvent se trouver en phase de distanciation pour des raisons diverses et variées. Les jeunes générations ayant des cycles de plus en plus courts, le management devrait apprendre à gérer les séparations. Pour aider un salarié à évaluer son emploi avec objectivité, vous pouvez lui proposer cette grille universelle. Ça devrait vous permettre de négocier au lieu de vous faire la gueule. Le principe est simple. Vous avez 5 rubriques qui sont les 5 grandes causes de malaise au travail, sachant que la cause 2, le grand B, est aujourd'hui affectée d'un très gros coefficient par tout le monde. Voir conférence sur l'art du ménagement, harmonisation et imbrication des vies professionnelles et privées. Vous commencez d'abord par hiérarchiser ces 5 rubriques en leur affectant des coefficients. Vous répartissez 50 points. L'important est de les actualiser, car il y a un temps pour tout. En reportant vos points multipliés par le coefficient de la ligne, vous obtenez une note sur 200 qui vous permet de mesurer l'importance du malaise et surtout d'en identifier les causes. Certes, vous ne mesurez que des ressentis, mais ce sont bien les ressentis qui déterminent les comportements du salarié dans son emploi. Et surtout, cette analyse vous donne les bases d'une bonne négociation. À propos de négociation, savoir-faire indispensable au manager bio, je termine avec l'indice de négociabilité. Aucun traité de négociation n'en parle, mais c'est pourtant essentiel. Celui qui cherche à vous convaincre, est-il parvenu à sa conviction à la suite d'un cheminement de réflexion et à quel stade en est-il? Ou au contraire, part-il d'une croyance, voire d'un fanatisme? Les négociations entre croyants résistent à toute argumentation logique, et entre fanatiques, tout se règle à la Kalachnikov. Bien maîtriser cet indice de négociabilité est un super atout. Bon, les résumés sur YouTube, c'est pratique, mais ça vaut pas du live. Je suis à dispo de vos clubs et associations diverses. Je vous laisse mon programme 2022, sachant qu'il est toujours possible de faire du sur-mesure avec un minimum de préavis.
À bientôt, oncle Jacques.